Bonjour, bienvenue au Pangolin. Je suis ravi de vous accueillir une fois de plus dans ce lieu visiblement pas connu de tout le monde, et ça nous fait toujours plaisir de découvrir à chaque fois de nouvelles personnes. Donc le Pangolin, c'est un lieu d'art basé autour des rencontres, autour de l'art, mais pas que. C'est l'art en général, c'est-à-dire toutes les disciplines artistiques possibles. On aime beaucoup la photographie, mais on accueille très volontiers la peinture, le dessin, la musique, la littérature, les arts plastiques. Et on aime beaucoup faire des passerelles, effectivement, avec les sciences humaines, d'autres disciplines, pour effectivement unifier cette notion de l'art et à tout ce qui nous fait questionner, nous voir, ressentir, et tout ce qui nous met en mouvement dans la vie. Et en ce moment, on en a tous besoin. Et nous sommes ravis d'accueillir cette exposition L'art de la science, très spécifique, sur nos murs. Et je vais passer la parole à Laurie qui va vous expliquer la genèse de cette exposition. Et puis je te laisserai dispatcher la parole après aux intervenants divers. Voilà, je te passe le micro. Et encore merci de votre présence. Et n'oubliez pas, comme on dit toujours, de rallumer vos portables à la fin. Donc merci à tous d'être là. Déjà, c'est super d'avoir autant de monde, on n'en espérait pas autant. Donc l'art et la science, on pourrait croire qu'ils sont opposés, ou du moins distants. Et pourtant, les artistes et les scientifiques ont une même démarche dans la création, dans l'expérimentation, une même passion. Et entre l'art et la science, il y a vraiment des dialogues. On le sait, on les sous-estime, mais il y en a. C'est dans ce contexte, pour rassembler ces deux disciplines, que Neuroschool a créé en 2018 les NeuroArt Labs pour faire échanger des artistes et des chercheurs. Et c'est dans ce contexte ensuite qu'est né ce concours photo. À la base, ce n'était pas une exposition. Un concours photo pour lequel une trentaine de chercheurs et d'étudiants en neurosciences dans les labos d'Aix-Marseille et l'université ont envoyé des clichés. 18 ont été classés et les 10 œuvres que vous avez ici sont les premiers prix du classement. Voilà, donc petit bilan de cette exposition. En 11 jours, on a eu près de 150 visiteurs, ce qui est vraiment super. Des chercheurs, des scientifiques, des jeunes en mal de culture, des touristes, des éducateurs. Il y a vraiment un public assez hétéroclite. Et les retours ont été vraiment très très encourageants. Donc merci à tout le monde et merci à ceux qui ont permis son organisation, à Flore, commissaire de l'exposition, mais aussi photographe, parce qu'on n'a pas seulement les œuvres de nos artistes chercheurs, on a aussi les œuvres de Flore qui sont encadrées, voilà, qui a fait un travail sur le végétal. Donc on a fait dialoguer du travail sur le vivant en neurosciences et du travail sur le vivant dans les plantes. Merci à Michael de nous accueillir dans cette super galerie et à François qui a lancé ce projet. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à François qui va vous présenter un petit peu les laboratoires et rentrer un peu plus dans le côté technique de la chose. Merci beaucoup. Donc, la communauté des neurosciences marseillaises est une communauté très riche en nombre et en qualité. C'est la deuxième communauté française après Paris et elle regroupe 9 laboratoires, près de 1000 personnes. Enfin, je crois que c'est plus de 1000, parce qu'elle dit régulièrement plus de 1000, quand on inclut les étudiants. Ces 9 laboratoires sont répartis sur 3 campus, bientôt un seul laboratoire, mais qui pour l'instant représente 3 à Saint-Charles, 4 sur le campus de la Timone et 2 et bientôt 3 sur celui de Lumini. Alors les œuvres que vous allez voir aujourd'hui, ou que vous avez déjà vues, émanent pour 5 d'entre elles du campus de la Timone, où on trouve 3 laboratoires, 2 qui sont assez proches dans leur thématique, qui s'intéressent à l'alliance entre la recherche fondamentale et la recherche clinique, qui sont l'INT et l'INP,
Et vous avez un troisième institut qui s'occupe, lui, beaucoup d'épilepsie et de modélisation du cerveau. Ensuite, vous avez donc deux laboratoires qui ont produit des images sur Lumini, le laboratoire de l'INMED qui s'occupe beaucoup de la plasticité cérébrale et des neuropathologies qui sont associées, ainsi que l'IBDM qui est l'Institut du développement, qui s'intéresse donc au développement. Alors, ce n'est pas que le cerveau, il y a 20 équipes, donc c'est un très gros institut, mais 10 d'entre elles sont concernées par les neurosciences. Et puis à Saint-Charles, on aborde plus les problèmes cognitifs et les pathologies associées à la cognition. Voilà, je ne vais pas être plus long, elle a défaut d'être rébarbative, donc je vais laisser, je crois que c'est Fleur. Oui, Bonjour, donc effectivement je suis Fleur Goulmier, donc j'ai réalisé de la photographie que l'on appelle du cyanotype, c'est un ancien procédé photographique qui ne demande pas d'appareil photo. Et mon travail s'oriente principalement sur le végétal dans l'ensemble de mon travail, mais ici sont exposés un travail dirigé sur les racines. Alors moi je suis rentrée dans l'aventure parce que c'est vraiment ça, par un coup de téléphone de François pour m'inviter à faire partie du jury au mois de juillet et j'ai accepté assez vite. Donc j'ai participé à porter mon regard sur les 18 chercheurs qui ont participé au concours et porter mon regard pour en choisir 10 avec le reste du jury. Et de fil en aiguille, voilà, c'est la galerie de Pangolin, j'ai proposé à Michael d'exposer les 10 images et très vite sa proposition et puis après on était tous d'accord, c'est de dialoguer avec un travail artistique qui parle aussi du vivant, qui parle de l'invisible, qui parle de ce qui est petit et qu'on grossit, qu'on va mettre en taille. Alors là, moi je parle pour moi parce que j'ai pas du tout de connaissances dans l'imagerie scientifique, donc je crois en apprendre aussi beaucoup ce soir, enfin aujourd'hui. Mais voilà comment je me suis retrouvée dans ce projet et j'en suis vraiment très très contente parce qu'effectivement depuis le 8 janvier où l'exposition est montée, c'est des rencontres incroyables, comme tu dis Laurie. Les gens passaient sur le trottoir et s'arrêtaient parce que l'image de Christophe, c'est ça, hein, Le terrier. se voit tellement de l'extérieur que les gens rentraient intrigués de voir une image comme ça et après quand ils découvraient le projet, l'ensemble, je peux vous garantir, ils ne faisaient pas que passer, ils restaient et il y avait beaucoup d'échanges. C'est vrai que on a décontextualisé finalement l'image scientifique et on les a fait rentrer dans une galerie d'art, donc oui ça étonne et on décale les choses, donc ça peut être que stimuler la curiosité. Donc c'était vraiment depuis le 8 janvier un bonheur de faire la permanence ici et effectivement c'est plutôt agréable comme lieu. Alors bien sûr, vous allez prendre le temps de regarder ce qui est au mur, puisque nous avons construit ça avec beaucoup de soin et beaucoup d'attention, mais pour revenir un petit peu sur la genèse de cette histoire, quand Flore est venue me montrer les images des scientifiques, et je pense qu'il faut qu'on revienne sur ces images, parce qu'il y a quelque chose quand même d'essentiel dans cette capacité à produire ce type de beauté. C'est le premier élément qui me vient à la bouche. C'est-à-dire qu'il y a un dépassement du geste scientifique, du geste purement technique. Les personnes qui ont produit ces images sont des gens qui utilisent une technique extrêmement pointue tous les jours, avec des méthodes extrêmement sophistiquées, et que cette sophistication-là peut être pour tout un chacun plutôt rébarbative, plutôt extrêmement technique, et donner des procédés, des résultats arides, quoi. Hein.
Et là, c'est tout l'inverse qui nous saute aux yeux. Bon, on imagine bien que ce n'est pas tous les jours comme ça, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour tout d'un coup, à un moment, se dire, tiens là, cette image-là, elle est différente. Cette image-là, je vais la mettre de côté. Celle-ci, elle est dans quelque chose, bien sûr, c'est pas comme ça que ça se passe mentalement, hein, mais intuitivement, celle-ci, cette image-là, ce que je suis en train de regarder là, commence à me donner envie d'un geste artistique. On est au-delà de la médecine, au-delà de la science, au-delà de la recherche, on est dans autre chose. Et c'est vraiment ça qui est intéressant à questionner aujourd'hui. Et sur cette exposition en général, qui, vous l'avez bien remarqué, s'appelle l'art de la science. Et c'est toute cette notion extrêmement subtile de passerelle entre les deux. Alors, quand Flore est venue me montrer les images des scientifiques, donc que j'ai découvert ces grands formats que nous avons accrochés au mur ici, je me suis dit tout de suite, bon, effectivement, visuellement, c'est très puissant, mais puisque la prétention de ces images-là, c'est de dialoguer avec l'art, ça ne va pas suffire. Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui se revendique d'être artiste, installé dans l'occupation principale. Et quand Flore m'a raconté la façon dont elle avait reçu les images, dont elle les avait regardées, mais il faut qu'elle vous le raconte, hein, je vais lui repasser le micro, dont elle les avait regardées et la façon dont, en contournant la technique, enfin, je vais te passer tout de suite le micro, Flore, parce que ça m'a donné immédiatement l'idée suivante. Alors vas-y, raconte-nous déjà. Oui, du coup, Laurie va le découvrir aussi. Donc, c'est début juillet quand François m'a appelé pour participer au jury. Donc, très vite, j'ai dit oui. Ensuite, je suis rentrée en contact avec Laurie et très vite, je lui ai dit, écoute, moi, je serai au Portugal au moment où le jury, en visioconférence, parce qu'on était encore dans cette période-là, on va se réunir. Moi, je serai au Portugal et perdu au fin fond du Portugal. Je ne suis pas sûre qu'il y ait de connexion. Donc je me renseigne et on me dit si tu vas trouver un endroit, il n'y a pas de souci, tu pourras te connecter. Je dis bon ok, je prends l'ordinateur avec moi. Et effectivement, petit village à côté, il y a possibilité. Donc là où j'arrivais, c'était vraiment vivre au cœur de la nature, c'est-à-dire sans aucun confort. Sous des chênes verts, voilà, on dormait sous des tentes, mais c'était peut-être le seul confort que j'avais. Et malgré tout, il y avait pas très loin, en contrebas, un monsieur qui vivait dans sa caravane et qui avait des panneaux solaires qui lui permettaient d'avoir de l'électricité et une connexion. Donc j'ai fait tant bien que mal. Donc un concours demande une grille de critères, on note, on met des annotations, des appréciations, etc. Sauf que pour moi, ça commençait à devenir difficile parce que j'avais pas souvent de connexion. Donc je dis, mais un jour sur deux, parfois un jour sur trois, comment je vais faire le jour du rendez-vous pour donner mes notes. Enfin, je sais pas comment faire. Et donc j'ai fini par aller au village où il y avait possibilité de photocopier tout ce que j'avais. Donc un énorme dossier PDF, et j'ai tout imprimé. Et j'étais donc sous les chênes verts, tout était étalé. Et avec mon crayon, voilà, j'ai fait comme ça. C'est comme ça que tu as fait. C'était pas, mais c'était un moment assez, je sais pas, pour moi il y avait du sens aussi. Finalement que ça se fasse de cette façon-là. Les contraintes c'était que les panneaux solaires soient assez pleins, on va dire, pour me donner une source de connexion, et c'était assez drôle aussi ce côté-là de me dire je prends simplement un crayon et j'ai les images devant moi et c'est très bien aussi comme ça. Donc j'avais pas effectivement de moyens je vais dire moderne, enfin qu'on a maintenant la facilité avec Internet de tout faire. Voilà, là ça s'est fait comme ça. Après, effectivement, on s'est connecté le jour même pour donner nos notes.
Là, je suis allée au café du village, super, installé, ça marche, on se voit, on s'entend, c'était génial. Et puis tout d'un coup, pouf, plus rien, je ne pouvais plus du tout communiquer. Donc ça, on a refait après, quand je suis revenue très vite à Marseille, on a coupé rassemblé et coupé nos notes. Et voilà un peu comment ça s'est passé pour moi. Mais ça s'est fait. Voilà. Alors ça, c'est joli cette histoire. Donc imaginez, moi j'écoute ça et j'imagine dans ma tête tous ces chercheurs qui font des images inouïes avec un matériel incroyable, de la microscopie électronique, de l'IRM, d'autres méthodes extrêmement pointues. Donc on est dans le sommet de la technologie. Et puis à l'autre bout de la chaîne, on a quelqu'un qui est à quatre pattes dans la mousse sous les arbres, qui étale des photocopies approximatives faites dans le bar du village par terre et qui essaye de mettre un ordre et une hiérarchie dans ces images-là. Donc il y a une espèce de rencontre fulgurante entre l'hypertechnicité et puis l'espèce de bricolage... pardon, sérieux, je le dis... comment ? Sérieux, bricolage sérieux. Quand même, hein. Non, mais bricolage techniquement. Après, que le regard soit sérieux, j'en doute pas un instant. D'ailleurs, on est là pour ça, ou grâce à ça. Et tout d'un coup, moi je connais le travail de Flore depuis quelque temps, qui travaille sur les racines. Et je vois, imaginez comme moi, ces photos posées par terre, au contact même, dans une forêt, au contact même des racines des arbres. Et je me dis, mais elle est là la rencontre. Elle est au-delà de ce que intellectuellement on peut essayer d'imaginer. Elle se fait de fait dans la façon dont ces images hautement techniques sont posées sur le sol plein de racines. Et je me suis dit, mais il faut absolument que ce contact-là, cette espèce d'interface entre... Et dernier élément, mais je ne l'avais pas encore dit, et qui n'est pas le moindre, c'est que Flore ne travaille sans appareil photo. Oui. Oui. C'est-à-dire que la photographie, quand même, normalement, c'est écrire avec la lumière, comme le dit le mot photographie, mais par l'intermédiaire de techniques aussi, qui s'appellent un appareil photo, qui soit mécanique ou numérique, qu'on passe par du labo et de la chimie ou par un ordinateur et une imprimante, mais ça reste très technique. Ben non. Flore, elle fait encore autrement. Elle utilise la lumière du soleil, comme les capteurs solaires qui ont permis d'eux, et de la chimie dont elle vous parlera volontiers, pour fabriquer des images qui restent de l'ordre de la photographie, puisque c'est quand même de la chimie. Et vous voyez, on est quand même dans une espèce de grand écart absolument inouï entre, là pour le coup, l'art et la science. Et pourtant, l'interface, elle s'est faite, la rencontre, elle s'est faite. Et vraiment, c'était important de la prolonger ici sur les murs, parce que je trouvais qu'à toutes les étapes de cette aventure, de ces gens qui se sont contactés, qui se sont appelés intuitivement, parce qu'ils se connaissaient, parce qu'ils s'appréciaient, eh bien, ça a joué, cette rencontre-là, jusqu'au bout de toutes les démarches possibles, et sur le plan symbolique, et sur le sens, et sur la façon de faire. Et rien que pour ça, je me sentais ravi d'accepter cette proposition et de la mettre en valeur. Alors moi, j'aimerais bien qu'on revienne aux photographes, aux chercheurs, photographes, on ne sait plus comment dire. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont présents, que je sache déjà ? On peut faire parler. Voilà, il y en a une. Alors, mettez-vous devant qu'on puisse vous passer le micro. Voilà. Et j'aimerais beaucoup que vous vous présentiez en quelques mots, que vous dites quelle est la technique que vous utilisez dans votre champ d'activité et pourquoi. Donc il y a 3 questions que je vais poser à chaque personne qui sera présent et qui voudra bien prendre la parole. C'est qui vous êtes, quelle est votre spécialité en neurosciences et quelle technique vous utilisez. Et troisièmement, pourquoi vous avez fait cette image ? Pourquoi vous avez retenu cette image ? D'où ça vient? Est-ce que vous avez une pratique artistique personnelle? Est-ce que c'est la première fois? D'où ça sort que cette image-là aboutisse alors que vous êtes là au boulot, là sur un mur de galerie? Voilà. Je voudrais savoir comment ça s'est fait, cette histoire-là. Qui commence? Allez. Alors la première question, pour m'introduire. Bien sûr. Désolée, je ne suis pas française, j'espère que vous allez comprendre tout. Et moi, je suis Sarah. Je travaille à l'hôpital de la Timone. Je suis doctorante. Du coup, j'ai fait une thèse de neurosciences. Et
Je suis dans mon deuxième année de ma thèse et je travaille avec des patients particuliers parce qu'ils sont des patients épileptiques graves. Est-ce que vous savez un peu l'épilepsie? Enfin, c'est une maladie du cerveau qui est très difficile encore à comprendre et pour trouver de la thérapie. C'est pas très facile, surtout pour mes patients qui ont une épilepsie grave et ils sont résistants au traitement pharmacologique. Du coup, pour mieux étudier leur type d'épilepsie et pour peut-être trouver une solution, on doit insérer des électrodes, sont des petites choses qui enregistrent les signaux dans les cerveaux. Du coup, on fait des trous, les neurochirurgiens, bien sûr, pas moi, ils font des trous dans les cerveaux, on met ces électrodes dedans. Et moi, ce que je fais, c'est investiguer les changements des signaux avant et après des thérapies ou pendant les crises épileptiques, pendant qu'ils font des tâches particulières, etc. Et c'est tout pour chercher d'améliorer leur traitement, leur santé. Et ce que je fais, du coup, c'est... Bon, vous allez voir après, mais... Oui, c'est là. Et c'est un peu petit. Et c'est... Je me mets peut-être comme ça. C'est de rester toute la journée, presque, sauf quand je fais des expérimentations avec les patients, devant l'ordinateur, à regarder les signaux cérébrales. Du coup, ils sont des traces, juste des traces sur mon ordinateur. Et je vais faire des calculs très très puissants, très difficiles aussi, sur ces signaux. Ce sont des signaux digitaux au final. Et tous les fois, je suis choquée à me rappeler que ces signaux sont des neurones, des cellules, dans le cerveau d'une personne. Une personne qui a des pensées, une personne qui a des émotions, une personne qui veut peut-être vivre la vie qu'elle veut, mais elle ne peut pas vraiment parce qu'elle a ce type des maladies. Et pour nous, neuroscientifiques, même avant, quand j'ai travaillé avec la microscopie, où j'ai travaillé avec les animaux, etc., c'était difficile un peu de penser que vraiment dans mes travaux, je travaille pas vraiment sur des choses analysables, mécaniques, quantifiables comme ça, mais je travaille sur quelque chose de vivant. Et c'est quelque chose qui me choque toujours, qui me fait toujours beaucoup réfléchir parce qu'on oublie beaucoup aussi, nous neuroscientifiques, quand on travaille, même sur les animaux, etc., ils ont tous une personnalité différente. Même les rats avec lesquels j'ai travaillé avant, un rat était très actif, etc. Un rat était un peu plus triste, moins actif. Et les humains sont 10 000 fois beaucoup plus compliqués. Et ça se voit aussi dans les signaux. Parfois, quand une personne est stressée, il a beaucoup plus de crises d'épilepsie, il a les signaux variés, etc. Mais nous, on ne les prend pas en compte quand on fait des analyses comme ça. Parce que c'est difficile, on ne peut pas vraiment... Enfin, déjà, les patients doivent nous dire s'il est stressé, comment il se sent, et ça, c'est pas toujours facile. Et en plus, on ne sait pas vraiment comment les émotions, etc., influencent les signaux et tout. Alors, comment s'est construite cette image, Sarah? Alors, c'est celle-là qu'on voit, nous, et on se pose des questions. Oui, du coup, ouais, je vais vous expliquer un peu les contextes, et après, du coup, de ces contextes-là partent l'idée de mon œuvre, parce que, du coup, j'aime bien aussi écouter les histoires de mes patients. Et un patient, une fois, il avait, je pense, 12 ans, 13 ans, il m'a raconté qu'il est presque mort, une fois, parce qu'il voulait, comme tous les adolescents, il voulait aller jouer à la plage avec ses amis. Et du coup, il est fui de sa maison parce que ses parents, bien sûr, ils ne voulaient pas. Et du coup, il a fui, il est allé à la plage avec ses amis, dans un rocher des Calanques. Il s'est jeté, il avait un sens de liberté immense parce que c'est un adolescent de 12 ans, 13 ans qui vit la vie, qui veut juste être heureux. Et il a vu que
parfois l'adrénaline déclenche une crise épileptique. Il a eu une crise épileptique pendant qu'il sautait et il est presque noyé dans la mer. Et il aurait été mort s'il n'y avait pas ses amis à les sauver. Et du coup, moi, j'ai un peu une vision holistique sur le monde. Quand je suis dans la nature, ça me plaît aussi beaucoup réfléchir au corps humain, à ce que je fais, etc. Et quand je vois la mer, surtout ici, on a une mer qui est très belle, dans les calanques, etc. J'ai réfléchi aussi à l'histoire de mes patients, etc. Et dans les vagues de la mer, je vois un peu la réflexion des signaux que j'analyse toute la journée. Mais c'est quelque chose d'actif, qui change toujours, qui est un peu incontrôlable, etc. Et naturel, quelque chose qui fait partie du monde. Et pour ça, j'ai fait un collage avec un peu les rochers des Calanques de Marseille, parce que j'ai découvert aussi moi aussi cette ville pour la première fois. Et au lieu des vagues, merci, au lieu des vagues, j'ai mis les signaux de ces patients pendant une crise. Du coup, pendant la normale activité, les signaux sont un peu comme ça, ils sont très variables, sont un peu random. Et par contre, pendant une crise, tous les signaux se synchronisent ensemble, comme vraiment des vagues très grandes d'activité. Et ce qui m'a fait faire un collage un peu... Après, mes capacités de collage, c'était la première fois que je faisais un collage en Photoshop. Du coup, ça, c'est à pardonner. Mais bon. Merci beaucoup, Sarah. C'est vraiment très intéressant. Alors, qui d'autre veut prendre la parole et nous positionner son image? Et puis, même question. Bonjour, moi je m'appelle Manon Barbeau et je suis aussi doctorante en neurosciences à Saint-Charles et je fais de la recherche fondamentale chez la souris où j'essaye de comprendre comment réguler la prise alimentaire et donc de comprendre un petit peu comment marche l'obésité. Et mon image, c'est l'image qui est grande, noire, juste en face. Ouais, celle-ci. Et j'ai pas du tout eu la même démarche de Sarah qui, pour le coup, a fait une œuvre artistique. Moi, ce genre d'image, c'est des images qui sont presque mon quotidien, où en fait, j'observe le cerveau de mes souris pour regarder qu'est-ce que je fais comme manipulation. Et c'est vraiment un geste technique. Quel est l'outil? C'est de la microscopie en confocal. Et vous voyez ici des cellules qui sont fluorescentes dans le cerveau d'une souris. Donc voilà, c'est vraiment mon quotidien, mais en fait, j'ai mis cette photo dans la galerie d'art parce qu'en fait, parfois, on a beaucoup d'échecs. Ici, en l'occurrence, c'est une expérience qui a bien marché. Et en fait, au moment où l'image s'affiche, parce qu'en microscopie confocale, ici, vous voyez une mosaïque. Donc, on prend plusieurs images les unes à la suite des autres pour créer cette mosaïque. Au moment où l'image s'affiche et on peut voir les couleurs, à chaque fois, il y a le travail qui a été fait, la satisfaction et aussi la beauté de ces cellules qui revient tout le temps, en fait, en pleine figure et qui nous rappelle que c'est beau aussi ce qu'on fait. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre cette image, mais... en premier abord, cette image, c'est voilà, mon quotidien et c'est pas quelque chose que je fais dans une démarche artistique et pas du tout dans c'est déjà artistique en soi. Voilà. Donc ce sont les cellules que j'étudie ici, que vous pouvez voir. Il y en a beaucoup d'images comme ça que tu as faites ou que tu as mises de côté ou que c'était à l'occasion de ce concours? Oui, en fait, quand j'ai commencé les neurosciences en stage, etc., ces cellules, je me passionnais du fait de leur fonction, du fait de leur rôle. Et en fait, à chaque fois que je voyais une image de ces cellules qui sont en arc-en-ciel, j'étais épatée. Donc j'ai quelques petites images chez moi et des images que je garde. Mais c'est vrai que ces cellules sont particulièrement artistiques et esthétiques. Et j'ai beaucoup d'images avec plein de couleurs de ces cellules que j'aime beaucoup. Oui. D'accord. Est-ce que tu as une pratique artistique hors métier personnel? J'ai fait de la musique, je fais du saxo depuis que je suis petite, même si avec la science on a moins de temps. Mais sinon, non, je suis pas. J'aime bien, j'aime l'art, etc. Mais je me sens pas du tout artiste. Et non, c'est pas du tout dans ce cadre-là que j'ai posté ma photo. Et quand tu dis que ça, on a l'impression qu'il y a une espèce de mosaïque qui s'aligne là, presque spontanément, et là, cette image prend corps en fait, c'est ça que je comprends.
C'est exactement ça. En fait, cette image, donc c'est un morceau de souris. La souris, c'est un cerveau tout petit, de quelques centimètres. Et ici, c'est une partie, une cavité, un petit trou qu'il y a dans le cerveau de la souris qui fait quelques millimètres. Et en fait, pour avoir une résolution suffisante avec mon microscope et cette qualité en fait d'image, je ne peux pas utiliser un grossissement qui soit trop petit et je ne peux pas voir toute ma région. Donc c'est vrai que je suis obligée de zoomer sur une petite région et de coller en mosaïque les différentes images pour pouvoir assembler cette structure qui m'intéresse. Et ça prend du temps. Une image comme ça prend à peu près un quart d'heure, 20 minutes à se prendre. Ouais. Voilà. Moi j'ai vu du Francis Bacon dedans. Une peinture de Francis Bacon. Voilà. Alors, tout le monde y va de son interprétation parce que à l'accrochage, on l'a vraiment placé en mode utérus. Hein, c'est exactement le sens. C'est exact. Mais là, c'est le bon sens. Ces cellules gèrent tous les cycles menstruels aussi. Et, voilà, c'est intéressant. Tout à fait, ça le dévient. Donc, visuellement en plus, la symbolique que ça nous donne à voir, c'est pas anodin. Oui, je suis complètement d'accord. Ouais, et ça fait partie de ton choix peut-être aussi, que ça soit en lien, non? Intuitivement. Oui et non, dans le sens où ces cellules, on le devine du fait de leur morphologie. Ouais. En fait, ces cellules, c'est des cellules qui jouent un rôle de passerelle entre notre corps et notre tête dans plein de différentes fonctions. Et elles absorbent ce qui vient du sang pour le dispatcher dans le cerveau. Et c'est vrai que ce rôle à la fois physiologique, d'être un rôle passerelle de contrôle comme une douane à l'entrée du cerveau, et cet arc-en-ciel qui se dessine, pour moi ça représente beaucoup de choses. Et voilà. Je crois que c'est celle-ci, on avait envie de la C'est ça, lancer. oui. De la tourner. Merci beaucoup. Voilà. Ah, mais il a disparu. Vas-y. Bonjour à tous. Je m'appelle Nicolas Brouilly. Je suis ingénieur de recherche à l'IPDM, au campus de la Timone, au campus de Lumini, pardon. On en a tellement entendu. Je m'occupe d'une plateforme de microscopie électronique. Et donc, il y a quelques mois de ça, quelques années de ça, François est venu avec un projet complètement scientifique, sans imaginer ce que ça pourrait, qu'on finirait ici aujourd'hui, d'études de cellules en culture, de différentes conditions, un projet, tout ce qu'il y a de plus routinier pour nous, on va dire, sans que ce soit négatif. Et donc on a passé quelques heures devant les images de ces cellules, donc, qui prennent une petite semaine à préparer, l'échantillon, puis les images ça prend quelques secondes. Donc il y a quand même un gros travail derrière. Et puis au fil de ces observations, il faut voir ça un peu comme presque un road trip, si on veut être un peu artiste dans l'âme, parce qu'on se balade, c'est vraiment une promenade, donc on a des centaines de cellules devant nous, puis on se balade, on cherche de façon plus ou moins d'une façon plus ou moins carrée. Parfois on se laisse aller à observer des choses qui nous paraissent jolies, et c'est ce qui nous a amené un peu ici aujourd'hui, c'est que sur ces cellules, de temps en temps, on trouvait quelque chose qui avait une valeur scientifique. On prenait une image, et puis une minute après, on trouvait quelque chose qui avait pas forcément de valeur scientifique, mais là plutôt une valeur artistique. Donc c'est quelque chose qui nous arrive régulièrement, on va dire. On prend une petite image qui est jolie, et puis on la met de côté. Et donc avec François aussi, on a fait ça. Et puis à l'occasion du coup de l'organisation de ce prix, François est revenu vers moi quelques mois plus tard, pour me dire, tu te souviens, les petites images qu'on a mis de côté, c'était quand même bien joli et on pourrait en faire quelque chose. Donc là, il y a eu un truc un peu plus loin que d'habitude, c'est qu'on a vraiment pris ensuite derrière du temps pour retourner voir les cellules et pour enrichir un peu notre galerie. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui sort un peu de notre ordinaire. Et puis ensuite, ensemble, on a composé l'image
Le nanoscope. L'autiste et le nanoscope. L'autiste et le Alors, c'est nanoscope. laquelle? Le prix. C'est celle qui est en C'est noir la et blanc. fibre, c'est la fibre. C'est en noir et blanc. Donc, Ah, oui, celle qui est rouge, voilà. un visage. Et un Bon, cœur. après, chacun peut y voir ce qu'il veut, mais il y a quelques structures qui laissent peu de place à l'imagination. On voit quand même un visage de profil qui envoie un cœur en bisou. Et ensuite, dans cette cellule-là, il y a un petit peu une galerie, un pot pourri de toutes les structures qui ont trouvé un intérêt artistique à nos yeux. Donc, pour information, sur le côté un peu technique, on regarde là une cellule, donc ça mesure, on va dire, une dizaine de microns. Donc pour ceux qui ne voient pas trop ce que ça veut dire, vous prenez un millimètre et vous le divisez 100 fois. Et ça va être la taille de l'image. Donc en gros, sur une règle, vous prenez juste un millimètre que vous divisez en 100 petites tranches, et une de ces tranches, c'est la taille de l'image entière. Voilà, pour vous dire à quel point on va chercher un peu dans le détail. Et je ne sais pas si François, tu as peut-être sur... Non, mais on va finir avec toi. Donc, on va aller chacun. Et sur le plan de ta pratique artistique, tu en as une hors microscope. Elle a été musicale Oui. dans ma jeunesse, et aujourd'hui très légèrement en peinture, mais vraiment à un niveau plus très débutant, on va dire. Oui. Et donc là, on a l'impression que quand même, tu parles de galerie, hein, tu dis ça enrichit notre galerie, c'est assez joli comme expression, moi, ça m'a fait sourire. Ça veut dire que vous avez déjà une certaine quantité d'images que vous Oui. mettez de côté régulièrement. Ça Oui. veut dire que cet œil, mine de rien, cet œil esthétique, il s'exerce, il se met en lui-même en expérimentation régulièrement, quoi. Oui, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Il y a toujours quelque chose qui nous attire l'œil. Bien souvent, c'est plutôt dans le sens loufoque, rigolo, plutôt que simplement graphique, artistique. Oui. Mais parfois, c'est simplement, par exemple, des cristaux de sel avec des métaux lourds. Ça va faire des sortes d'étoiles, quelque chose de très minéral. Parfois, rien que ça, on s'arrête 2 secondes, on prend l'image et on la met de côté aussi. Ouais. D'accord. Ouais, c'est super intéressant. Merci beaucoup. De mettre de côté, c'est juste on met de côté. Et on y retournera peut-être un jour, on les ressortira, il n'y a pas d'idée derrière. Alors, on fait partie d'une communauté des gens comme nous. Donc on est une petite centaine de personnes qui travaillent en microscopie électronique en France, un petit peu plus. Et dans cette communauté, on a un concours annuel des images. Ah, voilà. Donc on a toujours cette petite idée derrière la tête bon, on la met de côté et puis on mettra ça, mais c'est vraiment toujours un côté un peu plutôt dans l'humour que vraiment dans la démarche artistique. Là, elle a été clairement plus poussée avec François, où l'idée a été de base de composer cette image. C'est quelque chose de différent. Donc, je vais peut-être te laisser prendre la parole, François, sur... donc, c'est la même image, C'est la finalement. même image. C'est la même Mais image. c'est un Alors, autre point de vue. alors voilà, justement, c'est cet autre point de vue qui m'intéresse. Alors, donc, C'est pour que... Voilà, familiariser avec alors moi, je suis bien effectivement sur le campus de la Timone, à l'INP, et je travaille sur les causes et peut-être un jour la guérison de l'autisme. L'autisme, c'est une maladie extrêmement compliquée. On se perd dans la multitude de données qu'on obtient. Et il fallait que j'en arrive à une certaine simplification. Et je me suis dit, il faut aller chercher la chose, si possible, à la source. Et c'est l'idée, donc, d'aller voir une cellule qui peut-être délivrerait le message. Et donc, connexion a été faite avec Nicolas. Et donc, je suis arrivé avec mes culots de cellules qu'il a coupés en micromètres et
où on a regardé donc si ces cellules individuelles pouvaient nous dire quelque chose de l'état de l'individu dans son entier. Alors, d'abord, il y a eu 2 grands chocs pour moi. Le premier choc a été un choc esthétique, parce qu'une cellule, c'est vraiment magnifique, vue au microscope électronique. Et c'est une beauté étrange et à la fois intellectuelle, parce qu'on se rend compte de comment on est fait nous-mêmes. Et la nature est extrêmement élégante. On peut d'ailleurs prendre un autre exemple, c'est celui de la double hélice de l'ADN. Si tout le monde aujourd'hui s'est familiarisé avec l'ADN, c'est parce que c'est une forme d'une élégance absolue et qui parle à tout le monde. Et bien d'une certaine façon, la cellule vue en microscopie électronique est d'une extrême élégance. Puis le deuxième choc, évidemment, c'est qu'il y avait des informations que je n'avais jamais vues, qui ont été une sorte de révélation, une sorte de moment eureka, où j'ai pu voir des choses que je ne soupçonnais pas, et qui m'ont amené à reconsidérer toutes les données que j'avais avec un œil neuf. Donc ça a été aussi donc, cette deuxième révélation. Le choix, c'est un choix du noir et blanc, même si par ailleurs, après, d'autres l'ont colorisé, mais le noir et blanc est un choix esthétique tout à fait intéressant. Il y a d'ailleurs 2, je crois qu'après c'est toi qui va parler du noir et blanc. Et donc, on aurait pu effectivement coloriser, on a décidé de garder cet esthétisme-là. Quelle est la couleur d'origine? C'est du noir et blanc. Le microscope électronique, c'est du noir et blanc. Mais d'ailleurs, beaucoup de ces photos qui sont en couleur sont potentiellement en noir et blanc et colorisées après. D'ailleurs, si on fait un parallèle avec le plus grand scientifique qui est à la fois le plus grand artiste, c'est le prix Nobel Santiago Ramón y Cajal, qui dessinait merveilleusement le cerveau. Et il y a encore des expositions au XXIe siècle de ses travaux du début du XXe à New York. Donc, mais c'est lui qui colorisait. Alors qu'aujourd'hui, les scientifiques amènent la couleur dans le vivant. C'est-à-dire qu'on colorise le vivant. On a comme un peintre, on va venir colorer, enfin, je ne sais pas qui pourra parler du rainbow, il n'y a personne ici pour parler du cerveau arc-en-ciel. Mais voilà, c'est comme des peintres aujourd'hui où le scientifique vient donner une couleur ou même se sert de la couleur pour activer le cerveau. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est très bien. Alors, nous avons donc Florian, c'est ça? Sylvian. Il faut que je parle. Voilà. Donc, te présenter, dire quelle est ton image, donc c'est celle-ci, c'est ce qu'on comprend. Ouais. Et avec quel outil tu l'as faite. Et l'idée aussi, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe quand tu te retrouves en face de ça et pourquoi tu décides de garder ça, de ne pas être dans ton flux de travail habituel. Pourquoi celle-ci, tout d'un coup, est retenue. Donc, déjà te présenter. Je m'appelle Sylvian Boer, je suis chercheur au CNRS, sur le campus scientifique de Lumini, dans un institut qui s'appelle l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée, à l'INMED, enfin il est abrégé l'INMED. Et donc je suis neurobiologiste depuis longtemps, enfin, j'ai soutenu ma thèse en 2002 je crois. Et ça, c'est une photo de mon travail de jonction entre thèse et post-doctorat, où j'avais une étude à terminer. C'est une photo que j'ai prise dans le labo de post-doctorat quand j'étais en Californie, à côté de Los Angeles. C'est quelle technique? Alors, c'est une coupe d'organes olfactifs de souris, donc c'est un nez de souris, que j'ai disséqué et que j'ai coupé avec un cryostat. Un cryostat, c'est une machine qui refroidit, qui permet de faire des coupes relativement fines, de l'ordre de quelques dizaines de microns. Ça, c'est une coupe de 20 microns. Elle a été observée au microscope classique, microscope à épifluorescence. Et effectivement, l'acquisition de l'image se fait en noir et blanc. Et après, on peut coloriser, ce que disait François, on peut coloriser
le tissu. Donc c'est une image qui date d'il y a pas mal d'années, Oui, donc que tu as conservé bien soigneusement et bien précieusement. Exactement. Pourquoi particulièrement alors la symétrie. Oui. Et puis la conservation du tissu, l'organe sensoriel, il est rempli de vide parce que je me permets, tout ce qui est autour ici, c'est ce qu'on appelle l'épithélium olfactif. Et c'est ce qui permet la détection des odeurs. Il y a des neurones spécialisés dans ce tissu qui permettent la détection des odeurs. Et pour faire ça, il faut qu'il soit en contact avec l'air extérieur. Donc finalement, il y a plein d'air qui passe dans cet organe olfactif. Et c'est pas si évident d'avoir un organe bien conservé comme ça. Souvent, quand on le coupe, ça peut s'écraser, il peut y avoir des morceaux qui s'effilochent. C'est très fin. Il manque la barre d'échelle. Donc là, c'est une vraie rencontre entre la performance technique et le résultat esthétique finalement. C'est-à-dire qu'on sent quand tu le racontes qu'il y a autant de contentement d'y être arrivé que de l'avoir remarqué. Bien sûr. Hein, oui, oui. Et puis pour avoir cette symétrie, alors elle n'est pas parfaite, mais elle est quand même pas mal. Il faut aussi bien orienter son tissu, l'angle de coupe est important. Voilà, c'est vrai que à force d'en faire, à force de s'habituer, on acquiert la technique pour que ce soit le plus parfait possible. Et tu en as beaucoup dans ton disque dur d'images que tu as mises de côté comme ça Oui, j'en ai pas mal, ouais. Et est-ce que tu fais des images autrement qu'au microscope électronique alors, microscope électronique, j'en ai fait quelques-unes, mais il y a très longtemps. Microscope classique. Ouais. Oui, je fais un peu de photos, paysages ou animaux, ou les enfants. Merci beaucoup. Merci. Comme tous les artistes, chercheurs. Oui, bien sûr. Bonjour, Hindala El Khoury, d'une association d'art plastique à Aix-en-Provence. Je suis arrivée un peu en retard, donc si le sujet a déjà été abordé, dites-moi tout de suite. Mais ce dont je voulais vous faire part, c'est lorsque le jury a été formé, il a été formé de façon très équilibrée. C'est-à-dire qu'il y avait des scientifiques et il y avait des personnes du monde de l'art. On ne se connaissait pas forcément, je ne connaissais pas Flore ne me connaissait pas. Et puis je l'ai entendu raconter effectivement les déboires de la première conversation, mais ce qui s'est révélé tout de suite dans nos échanges, c'est que nos critères de sélection, c'est-à-dire ceux qui venaient du monde de l'art, se rejoignaient, alors que les critères des chercheurs se rejoignaient également. C'est-à-dire que quand on avait choisi une photo pour sa qualité esthétique, nous avons eu des remarques des chercheurs qui disaient oui, mais alors eux se basaient probablement sur la précision de la recherche ou sur un aspect bien défini de ce qu'ils voyaient. Donc on se rendait compte, qu'ils étaient beaucoup plus familiarisés avec ces photos qui, en tout cas en ce qui me concerne, je ne sais pas Flore, m'émerveillait parce que j'en avais jamais vu. Donc la distinction ou le regard porté sur ces photos était beaucoup plus novice du point de vue scientifique, mais on se rejoignait avec Flore complètement sur certaines images, et d'ailleurs en particulier puisque celle de Sarah, c'est ça, qui était un montage qui nous semblait raconter une telle histoire et avoir une telle dimension artistique, ça était évident. Voilà, donc ça n'a pas été mentionné, non. Donc voilà, c'était ça dont je voulais vous faire part. Et puis comme je pense qu'on parlait également de la rencontre entre les scientifiques et les artistes, avec François Ferron qui fait le lien constamment, nous avons formé il a appelé le Neuro Art Lab. Et ce qu'on s'est rendu compte de nos nombreuses collaborations, principalement avec les arts numériques. Les arts numériques se sont emparés de notre projet beaucoup plus rapidement que les autres arts plastiques. Le désir de certains artistes d'être en contact avec les chercheurs était un désir qui restait très à la surface. C'était beaucoup plus une intention de forme, mais ils avaient une idée bien précise de ce que c'était la science pour eux, et ils voulaient juste une confirmation.
Ce qui fait que les dialogues sont quand même assez difficiles et pas aussi poreux qu'on le pensait entre les chercheurs et les artistes. Voilà, merci. Oui, merci de cette intervention. Je trouve, moi, ce qui me touche particulièrement, c'est cette coïncidence qu'on ne peut pas calculer, ni même prévoir, ni encore moins préméditer, qui est celle d'une rencontre esthétique pour des profanes qui ne connaissent pas, la technique utilisée, qui ne savent pas d'où vient cette image, de quel organe ou de quel animal, ou d'avoir cette espèce d'évidence esthétique, et que de l'autre côté, il y a un chercheur qui dit oui, mais non seulement c'est joli, mais en plus on est très content parce que c'est une image difficile à faire, on a mis en place une expérimentation spécifique, une méthode particulière, et qu'on est particulièrement fier de l'avoir faite parce que c'est compliqué, ça représente quelque chose de difficile à voir. Et cette espèce de... on ne peut pas le faire exprès, ça. C'est-à-dire qu'il y a là aussi, comme tu dis, il y a une espèce d'esthétique du naturel. Quand ça s'impose à ce point sur le plan visuel, c'est extrêmement troublant, et on est au-delà du trouble intellectuel. On est dans une émotion qui nous dit mais c'est pas un hasard, quoi. Hein. C'est comme ces rencontres dont on parlait pour Flore tout à l'heure. C'est pas un hasard si le beau et l'efficace, ou le beau et le précis ou le fondamental se rencontrent dans le positionnement d'une image. Donc d'abord, je voudrais savoir si vous avez d'autres questions à poser, puisque vous êtes nombreux, et on est encore de plus en plus nombreux, on est ravis. Si vous avez des questions à poser aux chercheurs. Enfin, je voulais juste rajouter ce que vous avez pu dire tous les deux. J'ai l'impression de retrouver exactement ce que je fais avec les cyanotypes. Quand tu parles de balades, moi c'est des balades aussi, où devant moi j'ai un parterre de végétal, de fleurs ou de racines que je vais découvrir. Et certaines vont me plaire, d'autres moins. Enfin, il y a beaucoup d'expérimentation aussi dans mon travail, de tâtonnage, d'essayer, de recommencer, d'imprévu. Je ne sais pas ce que ça va donner, d'aller chercher aussi des bleus différents. Enfin, il y a d'avoir des précisions ou pas. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se recoupent à ce que vous dites tous les deux dans votre façon d'avoir fait votre image. Et c'est un peu ça, je pense aussi, le lien que moi j'éprouve à vous écouter dans ma pratique photographique. Et puis enfin pour moi ça devient une image unique aussi, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas deux comme ça. Voilà. Alors je ne sais pas pour vous si celle-ci elle peut être refaite à l'infini ou pas, mais j'ai pas l'impression. Voilà, il y a aussi peut-être ce point commun, c'est que en photographie numérique, on peut en refaire autant qu'on veut, en tout cas en photographie, mais avec ce procédé-là, c'est il y a une seule image. Voilà, c'est l'original, c'est l'unique. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très beau à vivre. Voilà. Et je voudrais profiter d'avoir le micro pour nous expliquer quelle est cette technique particulière que tu utilises, puisque tu photographies sans appareil photo. Oui. Et pourquoi ce choix, alors que là on est encore une fois face à des chercheurs qui utilisent des technologies ultra pointues, et la photographie est tellement ravie d'avoir fait tant de cheminement depuis les découvertes des premiers appareils photo, et toi tu te retrouves avec des techniques manuelles, artisanales, qui nous ont... Et scientifiques. Alors voilà, il y a encore une rencontre, et j'aimerais bien en savoir un peu plus. Avant de faire ce travail de cyanotype, ça fait 2 ans, un peu plus maintenant, que mon travail artistique s'oriente uniquement vers le végétal. Donc ça, vous pourrez le découvrir, j'ai un petit book qui est présenté ici. Et le cyanotype est venu vraiment d'abord avec une approche d'amusement, parce que c'est très enfantin à faire, et aussi de me défaire, je crois, de me défaire de la technique, d'outils, c'est-à-dire de l'appareil photo. Voilà, j'avais envie d'être légère et d'avoir
et d'approcher cette technique, en tout cas que je connaissais pas du tout, que j'avais jamais fait. C'est un peu à la mode dans le milieu photographique, mais je me suis dit tiens, allez, j'essaye. Donc j'ai vraiment commencé comme les botanistes. C'est un procédé qui existe depuis 1842. C'est pas du tout un photographe d'ailleurs qui l'a mis en place, puisque c'est pas un chimiste ou un physicien, mais en tous les cas c'est un scientifique, mais qui était féru de photographie. La photographie commençait tout juste à être inventée, et voilà, dans son labo il a sorti un mélange de chimie, citrate d'ammonium et le deuxième du ferricyanure de potassium. Voilà, donc ces deux mélanges de chimie qu'il faut mélanger au millilitre près de la même quantité. Hein, bon, cela dit, j'ai jamais essayé de varier, peut-être que ça donnera autre chose. Pour l'instant, je garde la formule comme elle est faite donc depuis longtemps. Et c'est ce qui va donner ce bleu, pas tout de suite. Donc c'est du papier qu'on va rendre photosensible au soleil. Donc alors ça c'est pareil, au fur et à mesure d'en faire, j'ai testé différents papiers, je teste différents grammages parce que ça ne va pas absorber de la même façon. Donc c'est vraiment de l'expérimentation dès le début. J'emploie moi une éponge naturelle pour appliquer cette chimie sur le papier. Il faut que ça soit fait insolé dans une pièce éclairée avec une lumière, comme dans un labo, une lumière artificielle. Une fois que c'est fait, il faut laisser sécher la feuille et ensuite je la protège encore dans une pochette hermétique au soleil et je vais me balader. Je me balade, je ramasse des racines ou des fleurs. Et parfois, je ne touche pas au végétal, je le fais en direct, je ne l'arrache pas. Je ne l'accueille pas, je vais faire mon installation. Je cache toujours, faut vraiment, dès que le soleil tape dessus, la chimie bouge. C'est vraiment très rapide, surtout ici. Donc il faut encore avec le corps, hein, c'est quelque chose de très physique entre la main. Je protège avec mon corps mon installation, ma feuille insolée, le végétal qui est posé dessus, une plaque de verre qui est posée dessus. Et je me retire et le soleil, moi pas, j'ai plus rien à faire. C'est le soleil qui agit très vite. Alors plus rien à faire, il y a la composition quand même. Hein. Je vais placer les racines aussi. Il y a de la composition, ça reste de la photographie. D'ailleurs au départ j'étais perdue parce que je n'avais pas justement l'outil. Je n'avais pas l'appareil photo avec le viseur où il y a un cadre. Hein. Il faut remplir le cadre et là j'avais plus rien. J'avais vraiment l'impression d'être devant une toile de peintre et j'avais plus un crayon à la place de mon œil. J'étais totalement perdue dans la composition. Ça c'était très étrange. Donc petit à petit, à force d'en faire, et puis aussi de travailler avec du vivant, parce que je le fais à l'extérieur. S'il y a un petit coup de vent, et ben voilà, ma composition, hop, elle bouge, donc on reprend. Enfin, donc ça se fait pas tout seul. Et je rencontre aussi une plante. Donc, elle a son mot à dire. Mais je mets la plaque de verre, le soleil agit et une fois on voit de toute façon la chimie bouger, hein, ça devient un vert très sombre. Le temps, ça c'est pareil, c'est à force d'en faire, j'ai plus de montre, j'ai plus rien non plus pour dire 3 minutes, 5 minutes, 6 minutes, c'est vraiment instinctif. Et je la protège de nouveau dans ma pochette hermétique au soleil. Si j'ai un point d'eau en tous les cas pas loin, parce que c'est rincer, laver, on lave la chimie et on rince et on fixe avec de l'eau et le bleu monte. Et après on laisse sécher tranquillement et même en séchant ça bouge encore, le bleu va encore changer. Donc c'est extrêmement simple à faire, hein. Je l'ai fait avec des enfants, ils adorent, il y a une magie bien sûr derrière tout ça. Mais après moi c'est marrant parce que je vais aller chercher donc il y a oui une création mais encore une fois je mets pas de côté l'empreinte, enfin le végétal qui va devenir une empreinte. Je veux savoir qui c'est, je veux savoir ses propriétés, je veux savoir son nom, donc c'est une recherche aussi que je fais à côté de connaître le nom, les propriétés de la plante, de la racine. C'est donc une petite recherche aussi comme ça de botanistes
qui me paraît avoir du sens du début jusqu'à la fin, et puis c'est un respect par rapport à la plante. Voilà. Et je découvre, alors c'est infini l'univers botanique, c'est passionnant. Voilà, ça c'est une racine de consoude, et la consoude, c'est symbolique de la fibronité, donc je trouvais ça très drôle. Voilà, donc vous avez des racines de consoude, ça c'est un petit amandier, vous avez l'avocat, vous avez le poireau, la citronnelle. À part celle-ci, c'est juste un bout de palme de palmier. Et la plus grande, c'est la barbe de maïs. Moi je disais cheveux, mais j'ai appris qu'on disait de la barbe de maïs. Et celle-ci, pour moi, elle évoque une algue. C'est de me baigner, d'ailleurs en contrebas du pangolin. Il y a un petit rocher qui dépasse, et j'aime beaucoup nager sous l'eau. Hein. C'est un univers aussi qui me passionne. Je ne suis pas une grosse plongeuse, c'est juste le masque et le tuba, donc je ne vais pas dans des profondeurs, hein, mais c'est suffisant pour découvrir des merveilles. Et à peu près tous les jours où je me baignais, il y avait cette algue accrochée à la roche sous l'eau qui dansait comme ça. Je trouvais ça absolument magnifique. Hors de question de l'arracher, hors de question de la couper. Donc je cherchais un végétal qui pouvait me faire penser à cette algue. Et voilà, je suis tombée nez à nez devant un épi de blé. Et c'est lui que j'ai arraché la barbe de l'épi de blé pour moi, en tous les cas, à le penser plutôt en algue. Merci Flore. Est-ce que vous avez des questions à poser? Une question sur ma droite. C'est tout simple, c'est-à-dire que je pense que dans vos domaines scientifiques, vous maîtrisez beaucoup les données, les circonstances, tout ce que vous avez à traiter. Et je voulais savoir quelle était la part du hasard quand vous faites. Est-ce qu'il y a une part du hasard et quelle est son importance quand les images sont belles? Est-ce que je me suis bien exprimée? Tout à fait. Mais je ne sais pas si je peux répondre, mais il y a une énorme part de hasard, et dans la partition artistique qu'on présente, mais aussi dans nos recherches. Il y a d'ailleurs un terme qui est consacré désormais, qui s'appelle la serendipity en anglais, et la chose qu'on découvre alors qu'on ne s'y attendait absolument pas. Mais oui, c'est une très grosse part de notre activité de recherche, c'est d'arriver à faire attention à ce à quoi on ne s'attend pas. Voilà. Et est-ce que les images sont meilleures quand il y a un gros coup de hasard? Non, parce que le hasard, il est permanent. Quand on a très bien dit Monod, le hasard est la nécessité, c'est-à-dire que autant le vivant d'une part que nous-mêmes, quand on fait de la recherche, on est soumis à la fois ce qu'il y a la nécessité, c'est-à-dire de trouver ce qu'on veut vraiment trouver, mais généralement on ne trouve pas. Et cette part de hasard qui nous amène parfois sur des pistes qu'on n'attendait pas. Mais c'est aussi vrai donc de la recherche elle-même que de l'image, enfin, de mon point de vue. Peut-être qu'il y a, je sais pas, Sarah, d'autres Nicolas, interventions ou d'autres... Y a-t-il d'autres questions? Peut-être que Laurie, tu pourrais nous évoquer cette question que tu poses en termes d'ouverture de débat aussi, sur la rencontre possible, puisqu'il y a quand même ce titre, l'art de la science. Je te laisse en dire un petit peu plus, puisque tu as réfléchi à une formulation. Alors, l'art et la science, pour moi, c'est deux parties de ma vie, c'est-à-dire que je viens du monde de l'art et je travaille dans le monde de la neuroscience. Et je trouvais super intéressant d'un point de vue complètement néophyte en sciences de rapprocher ces deux choses-là. Et donc de voir l'image scientifique vraiment comme une œuvre d'art et de poser la dernière question qui était: la science est-elle un art du troisième type, je crois? C'est une question ouverte. Mais voilà, est-ce qu'on peut hisser jusqu'à quel point, quelle balise on peut mettre entre art et science? Voilà, c'est une question ouverte, mais je pense que la science est un art du troisième type, on le voit là. Et tous les gens qui venaient découvrir cette exposition par hasard sont rentrés parce que c'était beau. Ils ne savaient pas du tout ce que c'était, mais juste parce que c'était beau, et comme on l'a dit plusieurs fois, ça a amené à de beaux échanges, à des gens qui venaient de la science et qui étaient complètement néophytes de l'art, et à l'inverse des gens qui venaient de l'art et qui ne connaissaient rien en science. Et moi-même, je me trouve
à ce milieu-là, de ne pas connaître la science, mais de connaître l'art, et puis de travailler un petit peu dans la neuroscience, finalement de connaître un peu plus la neuroscience, de comprendre un peu mieux avec mon œil qui s'est formé aux images scientifiques petit à petit. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi la science est bien un art du troisième type. Quels sont les deux premiers types? Les deux premiers types. Parce que le troisième type, ça veut dire quoi en fait? C'est vrai, j'y avais pas forcément réfléchi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on a comme type? La deuxième, c'était les cinémas, non? La deuxième, c'était les cinémas. Alors, moi, il y a une question qui me vient, c'est, là, on est sur on travaille avec des images issues de la recherche. Donc, la recherche, c'est quand même pas juste la science. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'une démarche très active, très spécifique. Un chercheur, c'est pas un neurologue, c'est même pas un neuropsychiatre, c'est même pas un neurobiologiste, c'est un chercheur en neurosciences. Est-ce qu'il y a une spécificité de cette approche-là dans, on va dire, un éveil de curiosité qui garde une espèce de vigilance dans ce qu'il va rencontrer, dans ce qu'il va... Alors, on retrouve cette notion du hasard peut-être, mais moi je l'appellerais peut-être vigilance à ce moment-là, mais est-ce qu'il y a une spécificité? Est-ce que la question c'est est-ce que les neurobiologistes diffèrent des autres scientifiques? Oui, ou les chercheurs? Les chercheurs vis-à-vis de... Vis-à-vis de la science appliquée. Donc chercheurs fondamentaux vis-à-vis de... Je m'explique. Là, pour moi, quand j'ai réfléchi à ce débat, j'ai tout de suite pensé art appliqué et art créatif, science appliquée et science de recherche. C'est en gros ce que j'appelle la science appliquée, c'est-à-dire, voilà, nous avons aujourd'hui un médecin généraliste qui a vu ses 30 Covid de la journée, et qui, voilà, il est dans une espèce d'acte répétitif, il est dans une science appliquée à son travail, à son métier, il rend un service économique, social à lui-même et aux autres, bon voilà, comme tout professionnel, ce que j'appellerais la science appliquée. Peut-être que dans cette histoire-là, dans ces 30 patients-là, à un moment, il va rencontrer, comme Sarah tout à l'heure, un patient qui va lui raconter une histoire spécifique de son confinement, et cet homme-là, ou cette femme-là, qui a peut-être un élan créatif, une fibre d'éveil, de curiosité, va rentrer chez lui et se mettre à écrire l'histoire de ce patient, de cette patiente, parce que ça a éveillé chez lui quelque chose de différent. Je pense qu'en art, c'est la même chose, hein. Les arts appliqués, il y a des cours de dessin, des cours de peinture, où on apprend l'académie, des cours de photo, des cours de poterie, où on apprend à bien faire. On apprend à dessiner dans les proportions, et vous allez avoir 10 dessins en fin de journée, vous serez bien normal de dire que tiens, celui-là c'est évident, c'est François qui l'a fait, ça lui ressemble. Non, on n'est pas dans une démarche d'auteur encore, on est dans une démarche d'art appliqué. Alors là, c'est là le sens de ma question, c'est-à-dire que je me dis, qu'est-ce qui fait art finalement? Qu'est-ce qui est la démarche artistique, ou qu'est-ce qui est la démarche finalement d'un certain artisanat, ou d'une certaine recherche esthétique? Ou est-ce qu'on va dire qu'il y a un auteur derrière ça, ou est-ce qu'on va voir une œuvre, on va dire « Ah mais ça c'est évident, c'est un cyanotype de Flore Golmier ». On va le reconnaître parce qu'il ne ressemble à aucun autre travail de personne d'autre, même s'il y a plein d'autres gens qui font des cyanotypes, et ici il y a encore plus d'autres gens qui photographient des plantes. Le travail de Flore, vous allez, maintenant que vous l'avez vu, vous le reconnaîtrez partout. Bon. Ça s'appelle un auteur. Bon. Et c'est au-delà d'une démarche artistique, c'est-à-dire qu'il y a une appropriation du geste, il y a une démarche créative qui va à la rencontre de l'œuvre en elle-même. Bon. Je pense que les chercheurs, j'imagine que s'ils cherchent, c'est dans l'idée de trouver. Donc aussi d'aller à la rencontre de quelque chose qu'ils ne connaissent pas encore, qu'ils n'ont pas encore découvert, et que peut-être au moment où ils vont le rencontrer, ben, c'est un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on la voit, cette image apparaître, quand on est arrivé à obtenir ce vers quoi on tendait, ben, il y a une espèce j'allais dire de lumière qui apparaît, quoi, d'évidence, comme nous, quand on est dans une démarche artistique, photographique ou autre, on sent le moment où on a dépassé une image illustrative, une image de promenade, et que tout d'un coup,
voilà, on est allé au-delà, on est allé dans la créativité. Je me demande s'il n'est pas là, si elle n'est pas là, la passerelle entre les deux, et peut-être pas que les sciences et l'art, mais toute finalement discipline qui va donner lieu à une appropriation de ce qu'on fait pour être créatif, pour aller un petit peu au-delà de ce qu'on apprend à l'école, à bien faire, à bien restituer, à bien fonctionner. Voilà, je pose la question. Alors, pour être un auteur, il faut creuser un sillon. Il y a très peu de scientifiques qui ont creusé un sillon. Alors on peut reprendre l'exemple de Santiago Ramón y Cajal, qui lui a dessiné l'ensemble du cerveau et a fait une œuvre. Oui. Et c'était en même temps un scientifique. Mais des personnes comme ça, il y en a excessivement peu. Oui. Même aujourd'hui, on a des chercheurs qui font une thèse, qui sont, après se tournent vers l'art, ils vont creuser un sillon, mais qui ne sera pas nécessairement basé sur la science. Donc c'est pas simple d'être un auteur dans la science, parce que la découverte prime avant l'art. Et ce que disait Rinda tout à l'heure, c'est en fait, pour faire vraiment de l'art et de la science, il faut qu'il y ait une fusion entre un artiste et un scientifique. Parce qu'on peut difficilement être un scientifique artiste, et les artistes ne sont rarement des scientifiques. Et même quand ils le sont, soit ils penchent vers la science et c'est pas artistique, soit ils restent à la marge de la science. Et donc c'est très très compliqué cette question, parce que je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait un individu qui soit capable de faire les deux bien. Et donc là, c'est une symbiose qu'il faut arriver à faire entre un artiste et un scientifique qui vont potentiellement créer des œuvres communes. Alors ça existe, hein, on a un chercheur de l'INT qui est connu, hein, qui s'appelle Laurent Périnet, qui travaille avec un artiste, lui-même très connu, Étienne Ray, et ensemble ils font des œuvres, de véritables œuvres qui sont exposées, qui donnent lieu à des spectacles. Et là, il y a quelque chose qui se crée sur la durée. Donc il y a un sillon. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, mais c'est très intéressant. J'ai envie de demander d'emblée, deux réflexions. Edith me faisait penser à midi qu'on ne parlait pas assez de Léonard de Vinci, mais dans ce genre de situation-là, l'artiste et le scientifique, on peut quand même le poser comme précurseur majeur. Mais je me demandais qu'est-ce que c'était qu'un scientifique. Est-ce qu'un médecin c'est un scientifique? Est-ce qu'un laborantin c'est un scientifique? Ou est-ce qu'il faut aller au-delà d'une certaine démarche? Est-ce que ce sont des gens qui utilisent la science pour un métier, dont la science est le fondement, mais pas que ça, c'est-à-dire qu'il y a de la relation humaine, il y a un but social, un but technique. Qu'est-ce que c'est qu'un scientifique dans la façon dont tu le décris? Il y en a beaucoup. Je veux bien y répondre, mais je pense qu'il y a des points de vue au moins aussi éclairés que le mien. Quelqu'un veut répondre? Sarah? Non, moi je voulais juste dire, faire une précision sur ce que vous avez dit. Oui. Juste que pour moi, je suis pas sûre en fait qu'un scientifique c'est juste quelqu'un qui travaille avec la science. Oui. Je pense qu'on peut aussi être des scientifiques, mais pas travailler dans la science, juste pour la façon de penser, de structurer les pensées, de regarder au monde avec la curiosité et la curiosité d'expérimenter. Pour se faire des questions et se donner des réponses peut-être. Surtout se faire des questions. C'est pour ça qu'en fait... c'est un peu la même réflexion. Exactement. Et je pense que... Exactement. Et c'est pour ça que j'ai retourné à la question d'Héloïse. Moi, je vois un peu l'art et la science comme aussi première art. C'est un peu dans la démarche des curiosités, vraiment que les deux choses se mélangent et dans la méthode de se poser beaucoup de questions comme un philosophe, comme un artiste, etc. Et de chercher des réponses. Bien sûr, après, il y a des différents moyens de chercher des réponses, mais tout un peu né dans la volonté de se poser des questions. Je pense. Non, tout à fait. C'est vrai que l'art a été traversé par différents courants et différentes pratiques, mais ce qui est très marquant maintenant, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont en plein dans la recherche.
Alors je pense en particulier à un artiste qui est à Marseille, puisque maintenant vous devez savoir que Marseille est devenu un vivier de tous les artistes. Tout le monde vient chercher les artistes à Marseille. Son nom c'est Com Di Miglio, et Com est en train de se pencher sur le pourrissement du champignon, qui fait un champignon. Et à partir de là, il est en train de former tout un igloo. C'était au départ, quand on arrive du milieu de l'art et qu'on sent l'odeur déjà, parce que c'est de la pourriture, on le sent de façon très très forte, puis on se pose la question de qu'est-ce qu'il cherche. Et ce qu'il cherche, c'est en fait un habitat qu'il va pouvoir faire à partir d'un matériel qui est naturel. Et cette démarche-là, elle est commune à beaucoup d'artistes maintenant. Je mentionne Com parce que c'est la dernière œuvre que j'ai vue, mais ils sont dans cette quête de recherche de savoir comment est-ce qu'on peut reproduire ou avancer en utilisant les planctons dans la mer qu'on essaye de faire, qu'on essaye d'élever. Enfin voilà, donc cette recherche, elle est là très profondément. J'ai oublié de mentionner une personne importante qui est une artiste à l'origine et qui est dans la salle d'ailleurs, et qui a fait une thèse et qui donc essaye de faire cette jonction entre science et artiste. Alors moi je la considère plus comme une artiste que comme une scientifique, mais elle m'en voudra sûrement de dire ça. Mais voilà, donc il y a Nadia Koliak dans la salle qui mélange à la fois une activité artistique et une activité scientifique. Donc oui, ça existe. On veut bien lui donner la parole avec plaisir. C'est un point de vue personnel, parce que moi, entre art et science, je ne vois pas de limite ni de frontières. Ma personne fait bloc avec les deux. Ce que j'ai découvert comme art et sciences dans mon parcours, c'est une continuité. Donc, ce n'est pas un phénomène de mode, mais je me suis toujours, depuis petite, depuis mes enseignements, depuis mes apprentissages, donc c'était lié. Donc, je ne pouvais pas me dissocier. Mais ce que j'ai découvert dans l'univers scientifique, et je ne me considère pas en tant que... j'ai une entité qui n'est ni artiste, ni même plutôt plus proche d'une scientifique. Mais pourquoi? Parce que le monde scientifique, j'ai retrouvé une résonance avec mon monde, mon univers, mon propre univers. On a la sensibilité. On a l'intuition, on a la curiosité et d'aller au-delà. Et la science, c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'on retrouve chez les artistes en général. On retrouve ce questionnement qui est proche et commun aux artistes, commun aux scientifiques. Quand on pense tous les concepts qu'un scientifique s'évertue à mettre en place pour soit créer ça, on l'oublie, soit créer des outils pour la science, soit créer des concepts pour aller voir, sonder quelque chose, l'invisible et au-delà. L'artiste, il y a en plus le questionnement philosophique qui rapproche les scientifiques, les artistes. Donc c'est quelque chose de commun. Donc je ne vois pas vraiment une frontière. Ils font bloc. Ils font bloc et je me sens dans cette démarche où j'ai trouvé un équilibre entre l'un et l'autre, et je ne sais pas ce que je suis en fait. Voilà, Nadia, Du point de vue scientifique, vous faites quoi? Quelle est votre pratique? Alors ma pratique, c'est un chemin, c'est une pratique du vivant. Donc je travaille sur la bioluminescence, oui. Et en fait elle est venue de loin cette bioluminescence, c'est mon parcours d'artiste, c'est ma fascination de la lumière à travers plusieurs étapes depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui qui a à un moment donné donc complètement basculé vers la lumière, ce que j'appelle la lumière vivante. Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressée par rapport à plusieurs critères parce que c'est vraiment un chemin de vie. Et que je me suis retrouvée dans l'univers bactérien, parce que c'est vraiment de la bactérie, et la bioluminescence, pour questionner à la fois l'univers, notre rapport au monde, notre rapport au vivant, et en même temps
un questionnement sur ce travail-là. Il y a plusieurs volets. Donc il y a le volet à la fois artistique, le volet à la fois scientifique, comment lui faire sa place au-delà de l'éclairant, et comment aussi questionner le vivant et se dire attention, c'est quelque chose de merveilleux, mais avant d'y plonger, il faut que l'éthique se mette en place. Donc ce sont des questionnements, j'ai plusieurs... je ne vais pas monopoliser la discussion parce que quand je commence à parler de ce là c'est sans limite. Donc je vous remercie de votre attention. Et je remercie François qui m'accueille dans son labo et qui m'a donné l'opportunité justement de poursuivre ce travail scientifique, l'ouverture de la bioluminescence dans le domaine thérapeutique pour le mettre à disposition des autistes. Voilà, donc c'est grâce à lui que je suis une scientifique un peu spéciale. Je ne sais pas s'il y a encore des questions ou des choses à soulever. Sinon, je vous propose qu'on passe à un autre moment et qu'on grignote et boive un coup pour fêter la fin de cette superbe exposition. Donc ceux qui veulent quelques petits fours et un verre à boire, je vais me mettre dehors et je vous servirai, donc n'hésitez pas à venir, voilà, pour trinquer tous ensemble à tout ça. Merci à tous les participants. Je voudrais juste conclure en mettant juste un dernier accent sur notre association qui s'appelle Le Pangolin, donc cette association d'art, et sur notre tentative de survivre et de tenir bon dans ces contextes compliqués. Nous sommes comme toutes les associations avec des besoins d'adhérents et de coups de pouce. Donc si vous voulez adhérer au Pangolin, c'est avec grand plaisir et nous vous faisons les adhésions sur l'instant. Voilà, à votre bon cœur. Merci beaucoup. Tu m'aides si je me souviens plus des réponses. Elle me fait peur, Abdel. Allô, bonjour. Alors pour vous, quelle importance revêt le fait d'être dans une démarche de médiation avec un public, avec des œuvres, avec des artistes? Comment vous vous placez dans cette triangulation à la jonction justement entre public, oui, art, science? Alors déjà, je m'y place personnellement parce que je suis moi-même photographe, je suis médecin et j'ai donc créé ce lieu d'art. Donc déjà, de ma personne, je suis au carrefour de la création, de la science et de la rencontre avec le public. Donc, et tout ça n'est pas un hasard, c'est-à-dire que par mon métier, j'ai l'habitude de rencontrer des patients, des gens qui viennent avec une certaine demande et à laquelle on est attentif pour essayer d'y répondre le plus précisément possible. Dans ma démarche d'artiste, bien sûr qu'on essaye d'avoir une créativité libre et authentique, mais avant tout on essaie de rencontrer un public. Et dans mon cheminement, il y a eu beaucoup de croisements avec d'autres artistes et la volonté de créer ce lieu, c'est de pouvoir les accueillir, ces artistes, de faire des rencontres amicales, affectueuses, de mettre en commun nos créations réciproques, de se donner un lieu de partage. Alors, c'est très particulier pour plein de raisons. C'est que le Pangolin, qui appartient à Michael Serfati et Edith Laplane, ce sont des amis. Je suis très touchée d'exposer dans cette galerie. C'est pour moi en plus, je peux le dire, une première fois que je montre ce travail de cyanotype des racines. Donc oui, il y a plein de raisons d'être émue, contente d'exposer ici. Et encore plus avec ce dialogue, avec ces images des scientifiques, ce rapport qu'on a, eux et moi, de parler du vivant, il y a quelque chose de magique qui se passe. Donc oui, moi, là je suis sur un petit nuage. Dans tout ce qu'on fait dans la recherche, ça reste un milieu assez clos et fermé, alors que l'objectif, c'est de faire des découvertes pour que tout le monde puisse en profiter. Donc que ça passe par l'art ou par des conférences et de la vulgarisation, je trouve que c'est très important.
Donc quand j'accueille mon public lors de mes installations immersives lumineuses, mon discours, il n'est pas simplement de montrer de l'œuvre. D'ailleurs, l'œuvre que je montre, elle est fondamentalement liée à mes travaux de recherche. Comme je travaille sur du vivant, donc on rappelle la bioluminescence, ce sont des organismes vivants, notamment en ce qui me concerne, je travaille sur des bactéries, mais pour donner un petit peu plus d'explications, la bioluminescence existe dans la nature. On connaît communément les lucioles, mais les fonds marins contiennent les plus grands pourcentages d'individus lumineux. Parmi ces individus, nous avons des bactéries. Et la bactérie, pour moi, elle est plus facile à cultiver qu'un élevage de lucioles, de méduses ou de poissons. Donc c'est ce qui me permet de parler des choses essentielles, c'est-à-dire la vie. Parce que cette bactérie, c'est notre métaphore de l'être. On est vivant au même titre que cette bactérie est vivante comme nous, sachant que nous, on n'est qu'un amas de bactéries. La Terre, c'est aussi une grosse bactérie. Donc à l'échelle de l'infiniment petit comme à l'échelle de l'infiniment grand, on est des êtres à la fois des êtres de lumière, pas au sens ésotérique, mais composés de lumière, parce que pour ceux qui ne le savent pas, sur le plan biologique, nous sommes une poussière d'étoiles. Sur le plan physiologique et biologique, on est composé des mêmes ingrédients, je parle d'ingrédients parce que ça parle à tout le monde, que l'ADN, je dirais, de l'étoile. Alors, je ne sais pas si les scientifiques sont particulièrement intéressés par l'art, mais ce qu'on peut dire, c'est que les artistes sont particulièrement intéressés par les neurosciences. Et à travers des biennales comme la Biennale des imaginaires numériques, nous recevons énormément de demandes d'artistes qui veulent être en résidence dans les laboratoires de neurosciences. Alors comment vous positionnez-vous dans ce débat entre art et science ? Est-ce que pour vous c'est plutôt hémisphère droit, hémisphère gauche, ou plutôt cœur et raison ? Ou est-ce que vous ne placez pas de dichotomie au final ? Je pense que ce sont des passerelles. Il y a toujours des passerelles. Il y a la science et l'art, bien entendu, mais on dit toujours que l'expression la science de l'art est bien connue, c'est-à-dire qu'on sait bien que dans la pratique scientifique, il y a parfois un dépassement qui aboutit à cette notion d'art. Je crois que les grands scientifiques humanistes des siècles précédents ont montré qu'il y avait cette espèce de disposition, mais qui est liée à la personne le plus souvent, qui dépasse un peu la technique ou la pratique scientifique. Moi, j'aurais tendance à dire que ces passerelles-là, elles existent dans toutes les disciplines, que ce soit entre la littérature, les sciences humaines, l'histoire, la sociologie. Ce sont toutes des pratiques qui aujourd'hui devraient s'unir. Quand on produit un travail photographique, on a en arrière-plan la région, le lieu, la géographie, les hommes à qui ça s'adresse, le contexte historique dans lequel ça a été créé. Je ne vois pas comment on peut démêler tout ça. Donc non seulement il n'y a pas de dichotomie, mais il y a une espèce de grande mixture, de la même façon que la société aujourd'hui est pluriculturelle, plurisociale. Et sans doute le seul avenir possible sera le mélange de tout ça. Mais pour moi, dans l'art et dans la façon même d'exister, c'est ce mixte-là qui fait foi pour l'avenir. Alors ce sont deux domaines finalement très similaires dans leur approche, avec beaucoup de tentatives. On fait beaucoup d'essais et d'erreurs pour progresser. Donc de ce point de vue, c'est très très proche. Le scientifique est également quelqu'un qui est tout le temps en train de tâtonner, comme l'artiste, jusqu'à trouver son domaine et qu'il va creuser comme un artiste va creuser son sillon pendant longtemps et va essayer de produire une œuvre. Et bien, il en est de même pour le scientifique qui produire une œuvre parce qu'il va creuser et creuser et creuser la matière qu'il a choisie. Pour moi, les deux cerveaux marchent ensemble et le côté artistique et le côté scientifique peuvent faire appel aux deux cerveaux sans aucun souci. Et la technicité qui est mise dans l'œuvre et tout joue aussi beaucoup et tout ce qu'il y a derrière, le raisonnement, les protocoles nécessaires pour l'obtention de ces photos, ça joue énormément en fait. Il n'y a pas de dichotomie, même hémisphère gauche, hémisphère droit, ça fait un cerveau entier et il y a besoin des deux. Et il n'y a pas de dichotomie entre art et science, ça va ensemble. Ça dépend encore une fois de
l'état d'esprit dans lequel on est, de l'ouverture d'esprit, de la sensibilité. Et voilà, il suffit d'ouvrir l'œil comme il faut. Dans ma conception de l'art et de la science, pour moi, il n'y a pas de différence. Donc mon équilibre se situe à la frontière de l'art et à la frontière de la science et qui fait corps et bloc, comme je viens de le dire à l'instant. Donc il n'y a vraiment pas de différence car j'estime que nous possédons de part et d'autre les mêmes ingrédients pour faire avancer les choses. Donc l'art ou la science ont besoin d'intuition, ont besoin d'imagination, ont besoin de poésie aussi, ont besoin d'humanité surtout pour faire avancer les choses et dans tous les domaines. Moi, la science m'attire énormément. Je la lis et je la prends de façon vraiment néophyte. Et je ne vais pas aller chercher trop loin parce que je sais que je vais m'y perdre et que je ne vais rien comprendre. Donc je vais récupérer les informations qui vont m'être suffisantes, qui vont me sensibiliser, qui vont me toucher pour transformer en art. Voilà. Donc c'est la botanique, mais le fond sous-marin m'intéresse. La faune aussi m'intéresse. J'ai une obsession qui arrive avec les oiseaux. Donc c'est sans fin. Donc je pense que, moi je ne sais pas personnellement, mon cerveau est tout le temps en train. Alors l'hémisphère droit, gauche, mais il est toujours en fusion. C'est toujours en fusion et parfois il faut d'ailleurs savoir s'arrêter ou faire une pause sur un projet, sur des envies, parce que sinon, moi je me disperse très vite. Donc je pense que c'est pour moi un peu un mélange de tout ça, quoi. Alors vous éludez un petit peu, vous solutionnez la question de la dichotomie. Est-ce que, quand même, permettez-moi d'insister, il n'en existerait pas une entre la subjectivité et l'objectivité. La subjectivité qu'on prête aux artistes, qui travaillent avec un matériau qui est de l'ordre de l'émotionnel, et l'objectivité qui serait celle des scientifiques. Comment vous arrivez à solutionner cette dichotomie-là ? Je trouve qu'une des belles réponses, c'est ce que nous ont montré les scientifiques aujourd'hui, c'est-à-dire que dans une démarche soi-disant objective, c'est-à-dire où une machine serait censée remplacer leur travail, c'est-à-dire avec une coupe sous un microscope d'un matériau à observer, eh bien non, leur subjectivité prend forcément le pas à un moment ou à un autre, déjà dans le plaisir d'avoir réussi ce vers quoi il tendait. Donc une machine n'aura jamais ce plaisir-là, et non seulement ce plaisir, mais cet esthétisme-là qui va faire qu'ils vont recueillir, j'allais dire cueillir même, c'est encore plus délicat que ça, cette espèce de moment d'exception qui fait que toute scientifique soit-elle, cette démarche ne peut pas se défaire d'une part d'esthétique qui est extrêmement émouvante. Il faut juste pouvoir ouvrir l'œil avec une certaine sensibilité à certains, au moment opportun où on voit quelque chose qui nous évoque en fonction de notre sensibilité et du temps qu'on a, parce qu'il faut quand même avoir du temps pour prendre le temps d'écouter et d'observer la lumière qui jaillit au moment où il y a cette vision artistique qui arrive. Je sais pas, je pense qu'il y a quand même, chacun est un peu à sa place pour arriver à une osmose, une symbiose totale à 100%. Là, pour l'instant, je réfléchis à des œuvres, ça me vient pas, mais là, je pense à un artiste aussi marseillais, Abraham Poincheval, qui fait des performances, mais qui demande, il travaille avec des scientifiques, avec des apiculteurs, avec des professionnels d'un métier très précis, dans lequel lui il va mettre son nez, sa patte artistique pour créer des performances de dingue. Donc la dernière, c'est de marcher sur un nuage. Donc il l'a fait, mais il a travaillé avec des météorologues. Mais je pense que là, c'est peut-être important que chacun soit à sa place au départ, et peut-être que petit à petit, ça se resserre, ça fait entonnoir et qu'une magie opère, elle opère de toute façon. Mais à mon avis, vraiment pour que ce soit une vraie symbiose et que ça fasse qu'un, presque que l'artiste et le scientifique ne fassent plus qu'un corps,
Je suis pas sûre. Moi, ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai grandi avec cette idée de curiosité, fascinée par la lumière depuis toujours. Donc c'est vraiment un chemin de lumière que je mène et qui a évolué au fil du temps. Mes sources, comme je commence une pratique artistique, voilà, ça peut parler aux jeunes, hein, je n'ai pas 20 ans, mais ça vient tard. C'est là ma source, c'est la nature. Voilà, ça paraît en ce moment très à la mode, etc. Ce retour, mais je le vis pas comme un retour. Je le vis comme quelque chose que j'ai laissé de côté trop longtemps. Et effectivement, la pandémie a réveillé certainement des choses, et je me suis aperçue, oui, j'avais laissé ça beaucoup trop longtemps derrière moi, et que maintenant j'ai envie de l'exprimer, de la révéler, de la montrer à ma façon. Mais c'est là ma source en ce moment, oui, c'est les éléments naturels, on va dire. La démarche scientifique, elle ne s'applique pas qu'aux neurosciences, elle s'applique à toutes les sciences. Et du coup, on peut trouver des relations artistiques ou des sorties artistiques à toute discipline scientifique. Je pense en particulier aux images spatiales, les images de la NASA ou des télescopes spatiaux par exemple. Moi je les trouve très, très esthétiques, très artistiques, et même si on ne comprend pas forcément ce que c'est, comme les images de neurosciences. Oui, il existe une démarche artistique qui n'est pas si simple à acquérir parce qu'elle n'est pas enseignée et que c'est quelque chose de plutôt intuitif, alors que la démarche scientifique est au contraire, elle, le fruit d'une méthode qui est enseignée à l'université, puis dans les laboratoires et qui s'acquiert au fil des ans. Donc oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est aussi difficile pour un scientifique de devenir un artiste, parce qu'il n'y a pas de méthode pour devenir un artiste. Ça se base sur des émotions, une intuition, et donc oui, c'est compliqué. Il faudrait évidemment avoir une méthode pour former les artistes. Alors vous êtes médecin, vous nous l'avez indiqué. Est-ce que dans votre pratique, vous voyez des bénéfices réels ou cachés, indirects, directs de votre pratique d'artiste? Par exemple, dans le diagnostic, l'écoute, l'empathie peut vous fournir une... Voilà, vous donnez les réponses vous-même. Je pense qu'effectivement, dans la sensibilité à l'autre, il y a une façon de dépasser la science, de dépasser la technique. C'est-à-dire qu'on peut très bien rester dans une démarche purement technique, diagnostique, thérapeutique. Voilà, on a rempli notre contrat, symptômes, traitements. Voilà, le résultat est censé être là. Sauf qu'on ne soigne pas des maladies, on soigne des gens. Et pour la même maladie, les gens vont se disposer tellement différemment, et c'est peut-être en ça que à la fois mon travail médical vient nourrir ma pratique artistique, et à la fois peut-être que ma sensibilité artistique vient me donner une attention supplémentaire, un petit plus dans cette façon d'exercer mon métier premier. Donc, dans mon travail, il y a cette dimension ontologique de la lumière, sachant qu'on est tous des êtres de lumière, parce qu'on est dans une énergie quantique, dans quelle que soit l'échelle, quelle que soit l'émission qu'on émet, au-delà des considérations religieuses ou ésotériques, quel que soit, c'est un phénomène physique, physiologique, et on est tous des êtres de lumière. Merci beaucoup, Nadia. Merci beaucoup. Alors, dernière question, qu'est-ce que vous pensez du mot de Picasso qui a dit « L'art est un mensonge qui nous permet de voir la vérité ». Je pense qu'il y a beaucoup de vrai, dans le sens où toutes ces images sont des clichés qu'on prend de choses qu'on estime belles à un instant T et qui montrent ce que l'on a envie de voir et ce qu'on a envie de faire voir aux autres. Et parfois, une image à une région adjacente ne serait pas du tout identique, ne montrerait pas du tout la même chose. Donc évidemment qu'il y a une part de mensonge dans la vérité et dans ce qu'on montre en science. Donc oui, je trouve que c'est parfaitement juste. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Alors, qu'est-ce que vous pensez du mot de Picasso qui disait que l'art est un mensonge qui nous permet de voir la vérité? Alors, surtout en photo. En peinture peut-être un peu moins, mais en photo on peut truquer plein de choses. Alors... je sais pas trop quoi vous dire sur ça. L'art est un mensonge. Qui permet de voir la vérité. En tout cas, on transforme les choses. Quand on est artiste, on les transforme, on les décale, on décode.
On n'est pas dans les codes. Voilà. Donc c'est peut-être en ça que c'est un mensonge, mais qui dévoile effectivement une vérité qui n'est pas abordable pour tout le monde. Bon, je parlais peut-être d'âme artistique, tout le monde ne l'a pas, ou la sensibilité artistique, tout le monde ne l'a pas, et ne va pas voir le monde de façon... avec des portes dérobées. Voilà. Nous, on va regarder le monde par des portes dérobées. Les scientifiques font la même chose aussi. Et c'est pas donné à tout le monde. Alors, ouais, c'est pas faux, oui, mais c'est un beau mensonge. Alors, qu'est-ce que vous pensez du bon mot de Picasso qui indiquait que l'art était un mensonge qui permettait de mieux voir la vérité? Je ne resterai pas sur le mot mensonge, mais je resterai certainement sur le fait que la vérité est difficile à voir et qu'il y a beaucoup, et qu'elle est en profondeur. Et que sans doute il faut creuser et être patient et être curieux et être opiniâtre pour l'atteindre si jamais, encore faut-il qu'on l'atteigne un jour. Qu'est-ce que vous pensez pour finir de ce mot de Picasso, l'art est un mensonge qui nous permet de voir la vérité? Alors, la science est exactement l'inverse. La science ne cherche que la vérité, mais progresse que de mensonge en mensonge. Merci beaucoup. Vous pensez quoi de la phrase de Picasso qui dit que l'art est un mensonge qui permet de voir la vérité? C'est une belle phrase. Je crois vraiment qu'il faut abolir les passerelles et ça commencera par celle qui en a à l'intérieur de nous. On est plein de cloisons, de tiroirs. On oublie qu'on n'est que des individus entiers qui ne devront rien nous interdire, ni d'une pratique ni d'une autre. Donc soyons libres vis-à-vis de nous-mêmes d'abord. C'est une belle leçon de pensée complexe. Merci beaucoup, Michael. Merci à vous. Merci beaucoup, Sylvian. Merci, Abdel. À bientôt. Ouais. Les bactéries, ce sont les premiers êtres qui se sont installés et parmi cette évolution, donc on a ce phénomène lumineux qui parmi tant d'autres s'est mis en place. Et je tiens à préciser que le secret des lucioles a été découvert par un savant français qui s'appelle Raphaël Dubois. Il est né en 1849, mort en 1929, totalement méconnu, qui a été le premier savant multifacette, philosophe, libre penseur, élève de Paul Bert, ami des Frères Lumière pour le situer, et qui malheureusement aujourd'hui est oublié et qui fait partie d'un de mes axes de recherche, c'est-à-dire le travail de mémoire. Sachant que la lumière, si je travaille la mémoire à travers du bois, si je travaille la lumière, c'est aussi la mémoire de l'univers.